Bonjour Olivier Protrowski et bienvenue dans B2B. Bonjour. Nous vous recevons quelques semaines après le lancement de votre nouvelle aventure entrepreneuriale. Elle s'appelle Auratech. Vous dirigez non plus une, mais deux sociétés, en supervisez une troisième. Vous êtes dans le secteur de l'industrie, une industrie qui fait la réputation de la Suisse par sa précision, par la qualité des produits qu'elle fabrique, dans l'horlogerie, dans le médical, le spatial, mais aussi une industrie qui affronte des vents contraires, qui soufflent, on pourrait dire, à 39% en provenance des États-Unis, en référence aux droits de douane en vigueur depuis le mois d'août. Aussi, des fois, pas toujours simple avec la Chine, avec l'Europe. Mais avant tout ça, on va faire plus ample connaissance. C'est la partie portrait. Olivier, faisons un peu plus ample connaissance. Et d'abord, je dois dire que vous êtes discret, très discret. Il me semble que vous êtes absent de LinkedIn. Je vous ai cherché sur Facebook. Et votre dernière publication remonte à 2023 et la précédente, c'était 2021, c'est juste? C'est juste, c'est juste. Pourquoi cette discrétion? Alors, tout simplement parce que je suis un peu, je pense, de l'ancienne génération, donc on n'a encore pas trop l'habitude de cela. Et puis, étant donné que j'ai jamais vraiment eu besoin de chercher du travail, parce que j'ai toujours été à mon compte, LinkedIn n'était pas. Maintenant, on va s'y mettre plus pour chercher du monde que pour essayer de trouver du travail. C'est un endroit où on peut aussi s'informer des fois. Vous y allez quand même sur ces réseaux sociaux où vous privilégiez les vrais canaux d'information comme la GFI? Donc, alors, à vrai dire, je vais y aller. On m'a un peu poussé à y aller. On va y être un peu plus présent et beaucoup plus présent parce qu'effectivement, je pense que c'est nécessaire. Mais c'est vrai que a priori, de moi-même, à la base, non, pas trop. Je suis plutôt à l'ancienne, les rencontres en direct, même avec les clients. Là, je fais le tour de tous les clients. Ça fait beaucoup de voyages. On parlera des voyages dans un instant, mais juste avant, revenons sur votre arrivée en Suisse. Vous avez étudié à l'université de Strasbourg et puis vous êtes venu faire un doctorat à l'EPFL. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne? Alors, comme vous le verrez dans tout mon parcours, je suis quelqu'un à base qui marche à l'opportunité. Donc, j'ai connu le PFL en faisant un stage industriel à Bâle, chez Roche. J'étais voué à faire une thèse à Strasbourg, puisque j'avais un financement, j'avais comment on appelle ça, Une bourse de une thèse? bourse de thèse. On est à quelle époque, à quelle année à peu près? 95, Ça. 1995. Et puis, c'est mon directeur de stage chez Roche qui m'a dit bah, va voir le PFL. Puis quand on y arrive, surtout il y a 30 ans, le PFL venant de l'université française, on passe de la préhistoire à Star Trek. Donc on peut difficilement dire non, j'y vais pas. Donc voilà pourquoi je suis venu à Lausanne faire une thèse. Et puis vous êtes resté en Suisse, pourquoi? De nouveau, avant la fin de ma thèse, j'ai eu plusieurs opportunités de travail. Donc j'en ai choisi une sur les 3 puisque j'ai pas cherché de nouveau. Déjà là, pas besoin de chercher, on m'a proposé du travail et puis, ben voilà, c'est là que j'ai fait mon premier job à Neuchâtel, chez Coloral. Puis je suis tombé dans l'horlogerie, puis je suis resté là. Et c'était quelque chose qui était en lien avec l'univers dans lequel vous avez grandi? Vos parents étaient dans ce domaine-là Non, aussi? non, pas du tout, pas du tout. Moi, je viens du milieu ouvrier. Mon père et mon grand-père, enfin toute ma famille a vécu et est mort et puis enfin a vécu dans les mines de potasse. Mhm. Donc je suis issu des mines de potasse d'Alsace, d'où mon nom d'origine polonaise. Et puis donc voilà. Et l'horlogerie à Neuchâtel, ça, qu'est-ce que vous aviez en tête en faisant vos premiers pas là-bas? Bah, le but c'était de trouver du travail d'abord, et puis j'ai fait mon premier job de responsable R&D. Puis c'est là que j'ai chopé le virus de l'horlogerie. Enfin, du médical et de l'horlogerie, j'ai fait ma thèse dans le médical. Et puis je suis tombé dans l'horlogerie, dans un sous-traitant horloger. Puis il se trouve que je suis resté là. Dans le médical, justement, on va aller avec votre première aventure entrepreneuriale. Elle s'appelle Titanium, je crois. Titanium Engineering. Engineering, pardon, c'est le nom complet. Créé en 2001, c'est juste? 2001, effectivement. Euh, Dans la GFI, déjà, à l'époque, vous racontiez je parcours annuellement 100 000 kilomètres en voiture pour rencontrer ma clientèle. Ça, Ça n'a pas changé. c'est votre patte, hein, c'est votre marque de fabrique, c'est d'aller au contact des Ça n'a clients tout pas le temps. changé.
Faites Donc je suis combien de encore kilomètres en ce papa, moment? toujours pareil, à peu près entre 80 et 100 000. C'est pour ça que j'ai du mal à passer à l'électrique parce que Problème d'autonomie? voilà, tout à fait, ouais. Ouais, oh, pourtant, on peut bien recharger quand même maintenant, un peu partout. Ouais, ouais, mais c'est quand même faut un peu plus prévoir Mmh, ces trajets. Mais effectivement, donc en 2001, la GFI, j'avais gagné le prix Startup exactement. à Y-Park. Mmh. Et puis après, l'année d'après, j'ai été nommé au Swiss Economic Award. Puis voilà, ça a commencé à ce moment-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? C'était, si j'ai bien compris, pas très tellement dans les habitudes de votre famille. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Pour être honnête, le différent avec mon ex-patron, qui fait que j'ai dû décider de partir, de changer. J'ai cherché du travail et Un puis désaccord stratégique, un désaccord. ouais, un désaccord. Ouais, puis ce qui fait que tout d'un coup, au détour d'une discussion avec des amis, on m'a toujours dit: «Mais pourquoi tu te lances pas à ton compte?» Puis Parce voilà. que vous aviez développé une technologie, à l'EPFL, il y avait un brevet, il y avait Alors il y avait pas de brevet, mais mmh, on a développé, un procédé pour le polissage électrochimique, pour être technique, du titane ou des alliages titane, et je l'ai industrialisé, on l'a mis en production, on l'a vendu dans le monde entier, on a plusieurs clients qui m'ont suivi et c'est comme ça qu'on a décidé d'y aller, ouais. et dans ce parcours-là, vous avez eu des guides ou des personnes qui vous ont inspiré, pour, vous lancer et savoir comment s'y prendre? Non, non, alors comme dit, on m'a poussé dans la piscine et puis j'ai appris à nager, tout simplement. J'ai pas, voilà, le seul truc, c'est que étant donné que j'avais pas de moyens financiers, donc c'était où tu Comment est-ce qu'on réussis, fait alors? bah, il faut réussir, faut pas se louper. C'est tout simplement, c'est comme quand on fait des études et qu'on n'a pas les moyens derrière, donc c'est pas on fait pas 3 fois le même diplôme. Mmh. On le réussit et puis on y arrive. Il faut quand Si même trouver quelques fonds pour se lancer. On est dans l'industrie, c'est pas juste un software qu'on développe, dans son garage. bah, à l'époque, je voulais faire un MBA et quand j'ai vu le prix d'un MBA, à mes frais, j'ai dit: «Bah, j'ai meilleur temps de l'investir dans une société» et puis c'est comme ça que j'ai appris sur le tas et puis j'ai emprunté de l'argent Mmh. grâce à 2 banquiers qui m'ont fait confiance en France pour investir en Suisse Mmh. et 2 amis, un banquier et un avocat d'affaires qui ont mis le reste et puis c'est comme ça que c'est parti. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et qu'est-ce qui a été le source de plus grande joie pendant cette aventure, qui continue d'ailleurs? Alors, les plus grandes joies, c'est toujours comme toujours les réussites. On a quand même certaines belles réussites, à notre actif. Et puis les plus grandes difficultés, la plus grande peine, c'est quand, en 2009, à la première crise, j'ai presque tout perdu. Parce que j'avais été un peu trop enthousiaste, tu sais, et puis un peu trop optimiste. Puisqu'on avait un parcours où on doublait chaque année, hein. J'ai connu des progressions à 100 pendant plusieurs années. Mmh. Puis aussi la dégringolade de 2009. Mais bon, on est toujours là, donc ça va. Toujours là justement, c'est pour maintenant Oratech. On va en savoir plus tout de suite, hein, dans la partie entreprise. Olivier Piotrowski, d'abord une explication Orotech, Oratech, Horatec. Pourquoi ce nom-là, ça vient d'où? Alors, un peu comme tout le monde, je pense qu'il y avait des mots-clés. On était une réflexion avec mon associé Stéphane Muller, mon CFO. Et puis, les gens autour, on s'est dit, bon, voilà, on est quand même issus au départ, les deux sociétés Stila Titanium ont fait plus d'horlogerie que le reste du groupe maintenant. Donc, il y avait le côté horloger, heure, watch, temps. Les côtés innovation, parce qu'on fait beaucoup d'innovation chez Titanium, donc, et puis le côté suisse, précision suisse, puis on a un peu mélangé tous ces mots, hein, et puis essayer de trouver quelque chose qui sonne bien et qui est surtout qui soit pas pris. Inno suisse, watch, enfin bref, on a un peu tout, on va éviter, on a trouvé quelque chose qui sonnait bien et qui était libre. Donc Oratech a été lancé fin septembre. On peut préciser qu'il y a 3 enseignes. Titanium, on l'a évoqué tout à l'heure, toujours à Yverdon-les-Bains. Steiger Gavano Technologies à Châtel-Saint-Denis, là, ce sont des finitions métalliques. Et puis Stila à la Chaux-de-Fonds, des boîtiers de montres.
Pourquoi regrouper ces 3 sociétés dans un même groupe, hein? Alors c'est avant tout une aventure, une rencontre humaine, une aventure humaine. Dans tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de parcours précis. Nous, chez Titanium, on était en plein développement, en boom malgré ces derniers, la conjoncture actuelle. Donc on devait s'agrandir. Steiger, monsieur Estopé, n'a pas de repreneur, était chercher un repreneur, faisant les mêmes activités en Parce qu'ils partent à partie. la retraite, hein. Ouais, tout à fait. Faisant les mêmes activités en partie, donc ça avait du sens pour nous chez Titanium. C'était plus facile de racheter une société que de reconstruire tout de zéro. Mmh. Donc déjà, ça c'est Steiger et Titanium. Puis Stila, c'est les deux dirigeants, co-dirigeants de Stila, qui sont des amis. Et puis tout d'un coup, je leur ai dit, mais tant qu'on commence, tant qu'on fasse un groupe, pourquoi vous voulez pas Mmh. nous rejoindre? Et puis c'est comme ça qu'on a racheté également les parts de l'actionnaire à Stila. Alors, je vois bien l'intérêt entre Titanium et Steiger, mais pourquoi adjoindre Stila? Qu'est-ce que vous en tirez au niveau du groupe, hein? Alors, on a déjà des synergies. On a déjà des synergies auprès de Stila pour tout ce qui est nouvelle finition et développement qu'on fait chez nous. On a plusieurs cordes à nos arcs, des finitions, mais on a aussi, vu ce qui est la spécialité Titanium, on travaille les nouveaux alliages. Que À l'inverse, chez Steiger, on a un client dans le spatial qui déjà nous donne. On est en train d'homologuer des pièces qui seront usinées chez Stila. Mmh. Donc la précision et la qualité de l'horlogerie suisse. Par contre, dans l'objectif spatial, parce que c'est beaucoup du spatial, que nous, on finirait et on traite déjà chez Steiger. Donc il y a un intérêt à être, il y a des synergies ou Tout des à fait. On a les mêmes clients, on a une mêmes grosse clients. partie des mêmes clients, et puis après, bien sûr, on n'est pas les mêmes domaines, mais on a quand même des synergies. Et puis surtout, encore une fois, on s'entend bien. Et C'est l'effet des rencontres, des opportunités qui se présentent, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et il y a aussi un acteur nouveau dans cette configuration, c'est un fonds, le fonds GEI, présent, fonds français à Nancy et Strasbourg, qui est un investisseur majoritaire. Au niveau de la holding, ils sont aussi présents au conseil d'administration de cette holding. Pourquoi sont-ils là et eux, quelle est leur motivation? De nouveau, c'est une rencontre. À Les partir du amis? moment où on a décidé de faire ou à la base de racheter Steiger et peut-être de rejoindre Stila, et il fallait des fonds. Et puis on les a présentés. C'est des amis d'amis qui sont déjà, alors qu'ils sont pas actifs en Suisse. C'est une des premières acquisitions. Ils sont Ils, avaient très une- présents en France, hein. Ils sont présents surtout en Surtout en France France. et Luxembourg, tout ce qui est est, nord-est de la France. À la base, on parle d'investisseurs ou de fonds d'investissement. C'est plus un club d'entrepreneurs. C'est-à-dire c'est un fonds qui gère des souscriptions d'entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Donc c'est pas un fonds purement financier ou de pension qui veut des résultats financiers, purement financiers. Donc c'est vraiment des gens avec un esprit entrepreneurial. Qui sont présents là pour une durée déterminée, Alors bien sûr, il y a des objectifs à moyen terme, mais disons, il n'y a pas de durée déterminée. Aujourd'hui, le fonds dirige a des participations dans une cinquantaine de sociétés. Il y a des sociétés qu'ils ont vendues au bout d'une année, il y en a où ça fait 10 ans, ils sont toujours là. Donc c'est vraiment de nouveau, ils ont le même fonctionnement que nous. On a rencontré des gens, moi, quand on m'a dit: «Oh, on te présente un fonds», j'ai dit: «Oh, j'ai dit: «C'est peut-être pas pour moi, c'est pas mon truc». Et en fin de compte, on a rencontré des gens qui participent à la réussite et qui ont même participé à convaincre l'ex-patron de Stila de vendre par rapport à cette continuité qu'ils souhaitent aider pour amener. ça veut dire qu'ils sont présents, bon, on a bien compris au capital, mais au quotidien, est-ce qu'ils vont dans la marche des affaires, À la base, c'est pas prévu qu'ils s'engagent au niveau opérationnel, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que Stéphane et moi, nous sommes au conseil d'administration de chaque société opérationnelle. Par contre, c'est clair qu'à certains niveaux d'investissement ou de décision stratégique, on a un comité stratégique plus le conseil d'administration où là, bien sûr, ils sont à, Mmh. ou même on a d'autres acquisitions en cours, forcément, c'est là, ils rentrent dans la boucle. Est-ce qu'à travers eux, c'est l'occasion aussi peut-être de grandir davantage, de trouver de nouveaux clients en France? En France, en Europe, c'est aussi l'avantage d'avoir que des entrepreneurs et des gens comme ceux-là qui ont un énorme réseau, pas seulement et bon,
dans tous les domaines possibles, que ce soit l'énergie, que ce soit le spatial, l'aéronautique, le transport. Et puis effectivement, bon, ça sera dans un second temps. Là, on prend en main les sociétés, mais effectivement, il y aura possibilité de bénéficier de leur réseau. Aujourd'hui, Oratech, c'est combien d'emplois? On est une centaine, à Et, ouais, à peu près. et de créer cette entreprise, ça a un impact sur les effectifs dans chacune des 3 sociétés? De l'augmenter, L'augmenter? ouais, donc c'est prévu. Effectivement, aujourd'hui, la crise, il y a uniquement Stilla qui a eu un petit peu l'effet de la crise horlogère en début d'année, mais là, les RHT sont terminés. Et puis aujourd'hui, on a plutôt de belles perspectives. Et puis alors rien ne va changer, en tout cas pas en diminution dans aucune des sociétés. On est plutôt en train de recruter. Le chiffre d'affaires, vous l'avez communiqué, il est entre 22 et 25 millions de francs. Tout à fait. Donc il est en hausse cette année, on peut le dire? Il est en stagnation 2025 et sera en belle hausse en 2026. Qu'est-ce qui va concourir à la hausse en 2026? Alors, le fait qu'on ne dépende pas de l'horlogerie pour l'instant, enfin, pas à 100%, on a 2 pôles chez Steiger qui sont très porteurs, qui sont l'aéronautique et le spatial, ainsi que le médical. On a certains clients qui vont doubler l'année prochaine dans le spatial. On touche aussi la défense. Et c'est un secret pour personne qu'actuellement, c'est un gros budget. On a certains clients qui ont des commandes jusqu'en 2035. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est en train de recruter, de voir comment sécuriser la pro. Et l'horlogerie, malgré qu'elle soit en crise, la part de l'horlogerie que nous, on touche, que ce soit Titanium ou chez Steiger et chez Stilla, on est plutôt dans des marchés de niche, avec des monopoles ou quasi-monopoles. Et donc, on est moins impacté. Vous évoquez la défense, c'est évidemment un grand sujet puisque l'Europe se réarme en réponse à la guerre en Ukraine. En Suisse, on évoque souvent les difficultés que les industriels suisses ont à exporter du matériel qui pourrait être ensuite utilisé pour la défense européenne. Il y a plein de restrictions en lien avec la neutralité de la Suisse. Comment est-ce que vous gérez ce contexte? Nous, on fait surtout du traitement. Donc, ça veut dire on est dépendant des clients qui font ces produits de défense, je sais bien sûr de défense, mais nos clients là sont européens, principalement européens ou même mondiaux, même si nous, on n'est pas touché par le mondial, mais c'est des filiales qui sont en Suisse. On a un petit client qui a un monopole sur des stations météo pour les chars, qui est suisse, purement suisse. Et donc, on bénéficie Les stations météo sur les chars. Les chars. J'ai été, comme vous, surpris de rencontrer ce client. Mais Concrètement, c'est quoi? alors, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne, mais ils ont le monopole, on fait leurs pièces stratégiques et puis on va doubler l'année prochaine avec eux. Le char d'assaut à Une station météo. une station météo. Apparemment, ouais. D'accord. Ça, c'est vraiment de la niche. C'est vraiment de la niche, mais ils ont le monopole. Donc voilà, c'est une société suisse, petite société suisse. Et puis, alors, c'est pas des immenses volumes pour nous, mais ça va doubler l'année prochaine. Vous évoquez l'horlogerie, évidemment. Donc il y a Stilla, mais je crois que Titanium est aussi active un peu dans l'horlogerie. Beaucoup. Beaucoup. Dans tout ce qui est pièces en titane, traitement spécifique du titane, un peu avec tous les... Comment est-ce que vous voyez l'impact de ces droits de douane que j'évoquais en introduction? Ils sont en vigueur depuis le mois d'août. 39%, c'est quand même considérable. Je pense que si j'ai bien compris, j'ai vu un peu l'actualité, c'est en négociation et puis ça risque de changer. Tout le monde espère que ça change. Nos clients sont sûrement impactés, mais nous, étant donné qu'on est dans des marchés de niche avec des petits volumes quand même, honnêtement, je pense pas on voit pas d'impact. Il y a eu quand même des constitutions de stock, j'imagine, à un moment dans l'année où ça. C'est possible, mais effectivement, nous, on a par exemple chez Titanium, on a le fait que l'or soit aussi haut, fait que les gens vendent sûrement moins sur les marchés, ça on l'entend, mais on développe beaucoup, nous on innove beaucoup, donc on a beaucoup de nouveaux projets sur de nouveaux produits qui seront en titane plutôt qu'en or ou autre. Et puis effectivement, personnellement, on n'a pas de baisse.
Il y a peu de temps, il y a une délégation d'entrepreneurs, suisses, qui a pu, Mmh. ouvrir les portes, du bureau ovale à la Maison Blanche, J'ai vu, ouais. des personnes de Richemont, de Rolex, MKS, MSC Partners Group, hein. Je crois que je les ai nommés à peu près tous, qui auront donc rencontré Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative de ces entrepreneurs? Ah, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Je pense que, tout le monde connaît un peu Donald Trump, et je pense qu'il est flatté, que peut-être ça aidera à diminuer, au moins qu'on s'aligne sur l'Europe. Mmh mh. Ce serait déjà pas mal. Mmh. Est-ce que ça vous a surpris le 1er août quand on a appris que c'était pas 10-15 comme on l'espérait, mais 39? C'est la stratégie, monsieur Trump. D'abord, il a dit 15 et on attendait 10, il a dit 15, on a dit merci parce que c'était 15 au lieu de 25, puis maintenant c'est 39, puis quand il dira 25, tout le monde dira merci. C'est un peu le personnage qui veut ça, mais on est obligé de faire avec, on n'a pas le choix. Mmh mh. Il y a un autre défi, c'est qui lui, est là depuis un moment, mais qui continue, c'est la force du franc. Je ne sais pas comment vous vous adaptez, vos clients qui sont, peut-être dans le médical ou spatial, j'imagine en dehors des frontières, du pays, Alors eux sont sensibles à cette variable? effectivement, donc nous, alors ces clients européens qu'on a, principalement en France, Allemagne, Italie, là, on facture en euros. Donc pour eux, ça change pas grand-chose, c'est plus pour nous. Nous, on le suit toutes les semaines, que ce soit Donc c'est vous qui prenez le risque de change, c'est ça que ça veut dire? Non, on évite de changer. C'est-à-dire qu'on est payé en euros et on essaie d'acheter en euros. Donc nous, à l'inverse, on essaie de trouver malheureusement certains fournisseurs en Europe, en euros, pour éviter de faire du change. Mmh. Et puis c'est pareil, on a une gros suivi ici aussi, c'est tout ce qui est métaux précieux, puisque Stilla fait beaucoup d'or, et puis chez Steiger, on fait beaucoup d'argentage. Et donc là, c'est pareil, quand on essaie d'éviter de faire du change. Mmh. C'est une situation qui est un peu inédite, hein, ce prix de l'or qui est très élevé, ou finalement vous vous accommodez quand même de ça? Vous aviez ça déjà, cette stratégie, d'adaptation en place parce que c'est pas la première fois que ça se produit? Bon, de toute façon, on refacture l'or au prix du jour, hein, donc le seul truc, c'est qu'il faut pas l'acheter, il faut essayer d'anticiper. Alors là, c'est pas ma spécialité, j'ai mon CFO qui est très fort là-dedans, mais c'est sûr qu'il faut essayer d'anticiper les hausses, les baisses et d'acheter au bon moment et puis de revendre, on revend pas au bon moment, on revend quand on livre nos clients, mais disons que et on facture par contre, on facture au cours du jour. Donc c'est sûr que Si entre le moment de l'achat et de la revente, il y a eu oui, à suivre, ouais. oui. Malheureusement. Parce que là, on prend à notre charge la perte ou le gain du cours, quoi. Effectivement. Donc il y a un risque financier qu'il faut, voilà, qu'il faut surveiller, C'est un métier. Moi, avant, de j'ai jamais près. voulu. Avant de faire ça, dans les années précédentes où j'usinais, j'avais toujours évité de faire de l'or, enfin refusé. Mmh. Et pourtant, il n'était pas aussi haut. Bon. Dernière question, avant qu'on passe au fameux questionnaire de Proust. Les conditions cadres en Suisse, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour les entrepreneurs? On a souvent des votations qui peut-être les remettent en question. On a une qui vient le 30 novembre, c'est celle, des jeunes socialistes qui veulent taxer, à 50 les héritages de plus de 50 millions, y compris venant, des transmissions d'entreprises, hein. Le but, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Ça vous inquiète, ce genre d'initiative? Vous pensez que Alors, ça fait du mal à l'attractivité du pays? alors moi, j'ai un seul exemple à donner en réponse. Moi, je viens de France. Ce que j'ai fait en Suisse, j'aurais pas pu le faire en France. Pourquoi? Bah, parce que, voilà, vous prenez un ouvrier, rien qu'un ouvrier suisse et un ouvrier français, tout le monde pense que les Suisses sont chers. Quand vous prenez un ouvrier qui travaille 35 heures, qui a 7 semaines de vacances et qui est taxé à 80 par, enfin, que l'entrepreneur est taxé à 80 et vous prenez un ouvrier suisse qui travaille 42 heures, qui a 4 ou 5 semaines de vacances mais qui est taxé à 22 de charges sociales, à à la fin, il y a pas tellement de différence. Par contre, le pouvoir d'achat de l'employé et l'employeur, est agrandi. Donc, moi, je donne toujours un exemple, je viens de la France. Prenez la France comme exemple et vous verrez quel système marche le mieux. Mmh. Mmh. C'est pas compliqué. Moi, j'ai vendu une partie de ma société, le gain en capital, c'est zéro. En France, c'est 33 ou 50. Mmh. Mais que ce genre d'initiative là, comme celle des jeunes socialistes, soit quand même proposée, c'est pas la première, c'est probablement pas la dernière. Vous pensez que la Suisse est un peu en train de perdre son esprit libéral? J'espère pas.
J'espère pas. J'espère que pour l'instant, enfin moi depuis 25 ans 30 ans que je suis en Suisse, je pense que vous avez fait le bon choix, un bon choix de pas rentrer en Europe. Je pense que ça aurait été la ruine de la Suisse. C'est un Français qui dit ça, hein, c'est pas un Suisse, hein. Et puis je pense qu'effectivement, le tissu économique de la Suisse est quand même fait de petites PME. Alors bien sûr, on a toute la partie, internationale, la Genève internationale et les grosses sociétés, mais là encore, la Suisse a bien réagi en diminuant sur les petites sociétés et n'augmentant pas trop les grandes. Encore une fois, beh, voilà, c'est ce qui fait la force de la Suisse, c'est son tissu de PME et puis il faut le sauvegarder. On verra ce que le peuple décidera. Le 30 novembre, c'est lui qui a toujours le dernier mot ici. Merci beaucoup, Olivier Piotrowski, d'être venu dans B2B. C'est presque la fin, mais il vous reste d'abord à répondre à notre questionnaire de Proust. La fidélité. Bah, pas trop réfléchir et se lancer. Oser, oser. Un couteau suisse, j'en ai un dans chaque voiture. Un briquet, c'est très terre à terre. Puis le dernier, peut-être une montre.